des temps, Marc Wetzmann. Luc Boltanski a dit d'Eva Illouz qu'elle contribuait au renouveau de la pensée critique en faisant converger les recherches de deux champs disciplinaires jusque-là opposés, celui de l'économie et celui des émotions. Elle a enseigné à Princeton, Harvard, Columbia, Yale, Zurich, Jérusalem, Cambridge, Oxford, Taipei, Berlin et elle est depuis 2015 directrice d'études à l'EHESS. Dans la filiation de Roland Barthes, elle a exploré la publicité, le cinéma grand public, la hard romance, la télé, les réseaux sociaux, dans des livres écrits dans une langue toujours simple et accessible, comme Pourquoi l'amour fait mal en 2012, Les marchandises émotionnelles en 2019 ou La fin de l'amour, enquête sur un désarroi contemporain en 2020, où elle a tenté de mettre à jour la façon dont nos pratiques consuméristes déterminent l'idée que nous nous faisons de nos sentiments les plus intimes, c'est-à-dire comment le capitalisme en détermine nos émotions. Avec le 8 octobre, un petit texte qu'elle fait paraître dans la collection Tract chez Gallimard en attendant un livre sur le même sujet, elle pose les bases de l'archéologie économique et culturelle d'une autre émotion, non plus l'amour mais la haine dans les milieux intellectuels et ses effets délétères sur le langage. Bonjour Eva Illouz. Bonjour Marc Wetzmann. Alors, le 8 octobre, qui sort en ce moment, vous avez dit dans cette interview que, comme dans les sciences dures, quand vous commencez un travail, tout commence par un moment de la pensée qui ne s'explique pas, une intuition. Et ce livre, qui est à la fois dans ce petit texte, qui est à la fois dans la filiation de vos travaux, est aussi centré sur un domaine que vous n'avez pas l'habitude d'explorer. Vous parlez d'une énigme morale qui est à l'origine de votre questionnement qui vous a conduit à écrire ce texte. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle énigme? À quoi est-ce que vous avez été confronté? Alors, j'aime bien une métaphore que Martin Heidegger utilise. Il parle d'un marteau et de l'activité de clouer un clou avec un marteau. C'est une activité ordinaire à laquelle on ne pense pas. Mais si les clous se cassent ou si le marteau se casse, on est obligé de faire attention à ce qu'on est en train de faire. Et c'est un peu quelque chose de cet ordre-là qui s'est passé pour moi le 8 octobre. 2023. Le 8 octobre plus 23, plus que le 7 octobre. Parce que j'ai eu un sentiment de perplexité, d'effroi, de trahison de la part de mon camp qui est celui de la gauche. Parce que quelque chose dans les réactions de la gauche me devenait complètement incompréhensible. Et face à cette incompréhension, j'ai eu le besoin de rendre intelligible ce qui me semblait inintelligible. Alors, je vais peut-être quand même expliquer qu'est-ce qui vous a semblé qu'est-ce qui me semblait inintelligible. Alors, je tiens à préciser que pour moi, le 7 et le 8 octobre, ce sont deux événements différents. Le 7 octobre serait resté une invasion militaire s'il n'avait pas été ensuite relayé le 8 octobre par une opinion politique publique mondiale qui l'a transformé en autre chose que des crimes contre l'humanité et des actes terroristes. Et donc, je me concentre simplement sur ces réactions. Je ne veux pas rentrer dans la controverse de savoir si la réponse militaire d'Israël était adéquate ou pas. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Alors, ce qui m'a étonnée, c'est que, par exemple, à Sonnenhalle à Berlin, donc dans un pays qui est philosémite, on a distribué de la baklava aux passants pour célébrer ce qui avait été, il faut que je le rappelle quand même, un massacre d'une violence rare, même à l'échelle des massacres. Il s'agissait de décapiter des gens, de brûler des familles entières vives, de torture, de sévices sexuels très graves. À Londres ou à New York, il y a eu des rassemblements pour célébrer effectivement l'événement. Il y a eu assez vite des listes noires de sionistes qui ont circulé dans les universités et sur l'internet, comme si une nouvelle étoile jaune était posée sur des gens qui s'identifiaient au sionisme, qui est, rappelons-le, un mouvement d'autodétermination nationale des Juifs. Un autre incident, il y en a tellement, vous savez, le journal Guernica
a publié un article d'une militante pour la paix israélienne qui s'appelle Joanna Hen et qui parlait de la fragilité de la fragilité finalement de cette coexistence, et 10 personnes ont démissionné parce que le journal avait fait la place à une voix israélienne, même si c'était une voix de la paix. Vous citez dans votre texte, c'est des enseignants qui sont intéressants aussi. Vous citez Joseph Massad, enseignant à Columbia, qui le 8, donc le lendemain, a dit que le massacre avait quelque chose de stupéfiant, d'innovant et d'impressionnant. Russell Rickford, qui est historien à Cornell, s'est dit exalté par la tuerie. À Brighton, les manifestants ont qualifié le massacre de beau et d'inspirant. Andreas Malm, le gourou de l'écologie, du mouvement écologique, du mouvement vert mondial, a dit la première chose que nous avons dite dans ces premières heures du 7 octobre ne consistait pas tant en des mots qu'en des cris de jubilation. Comment ne pas crier d'étonnement et de joie, etc., etc. Alors voilà, j'y venais exactement. Et peut-être la dernière chose qui était la plus stupéfiante, c'est que ces réactions venaient des campus, notamment des campus américains, c'est-à-dire des intellectuels, à la fois des intellectuels et des artistes, au point même qu'on a une nouvelle expression qui s'appelle l'antisémitisme des campus, qui n'existait pas, me semble-t-il, avant. Donc, pour résumer, je dirais que l'énigme, je la résumerai comme ça. Depuis le XVIIIe siècle, on a élargi le champ de la compassion. On l'a élargi à l'humanité entière. C'est ce qui fait que, par exemple, quand Alan Kurdi, le petit bébé syrien sur la plage de Bodrum en Turquie, quand cette image a été relayée par les réseaux sociaux, j'ai envie de dire que les boyaux de l'humanité se sont retournés. Quand Boko Haram, en 2014, a kidnappé plus de 200 jeunes filles, le monde entier a crié en retour « Bring back our girls », ramenez nos filles. Le monde entier s'est senti concerné par ces filles. C'était ces filles. Mais un massacre d'une telle violence n'a pas du tout provoqué les mêmes réactions, comme si, en fait, les Israéliens avaient été expulsés de l'humanité même, de cette humanité dont on pense depuis le XVIIIe siècle qu'elle devrait être l'objet de notre compassion. Si vous voulez, pour résumer, et alors là, je vais dire quelques éléments de cette énigme. Le premier élément, c'est le régime jubilatoire de l'atrocité. Je crois que je ne me souviens pas d'un massacre d'une telle violence qui a suscité autant de plaisir démonstratif de la part des tueurs eux-mêmes, exactement, et de la part de l'opinion mondiale. Donc le régime jubilatoire était pour moi assez étonnant. La deuxième chose qui était étonnante, c'est la désinhibition. Alors que, heureusement, nous sommes devenus très inhibés sur le racisme, le sexisme, l'homophobie et des micro-agressions contre des minorités qui sont aujourd'hui et heureusement condamnées et coexistaient avec ce que je pourrais appeler des macro-agressions contre des juifs qui ont été accueillis dans l'indifférence ou la joie la plus totale. Donc ça, c'est le deuxième mystère ou énigme, si vous voulez. Ensuite, la troisième chose qui était très intéressante au niveau de l'analyse politique, c'est que c'est devenu tout de suite un phénomène d'opinion mondiale. Il a été mondialisé comme si en fait il y avait des relais idéologiques qu'on ne comprenait pas et qu'on ne voyait pas. Enfin, en tout cas que moi, je n'avais pas vu. Comme s'il y avait une sorte de synchronicité dans les formes de pensée qui était très étonnante et qui passait des campus américains, australiens, canadiens, français, anglais, etc. Ensuite, le fait même que la gauche, qui est le parti, il faut le dire, ou la mouvance politique qui est de la compassion, se soit sentie aussi à l'aise avec l'expression de la haine. Et encore une fois, sans complexe et sans inhibition. La sixième chose que j'ai trouvée aussi étrange, c'est une forme de négationnisme qui a tout de suite été très présente. Négationnisme sur le fait même qu'il y ait eu
sévices sexuels, par exemple. Beaucoup d'organisations féministes ne se sont pas prononcées, n'ont rien dit. Mais aussi négationnisme sur la nature génocidaire du Hamas, qui ne veut pas, il faut le rappeler, d'un État palestinien. Le Hamas veut d'un État islamique à la place d'Israël. Le Hamas a déclaré très souvent avant et après le 7 octobre que son but est l'élimination de ce pays et de ses habitants. Ces faits n'ont jamais été enregistrés par l'opinion mondiale. Et finalement, vous le disiez tout à l'heure, Marc, peut-être la septième énigme, c'est pourquoi les intellectuels et les artistes, pourquoi ce sont eux qui se sont mis en avant dans ces réactions. Alors, vous dites que effectivement, vous écrivez que la sensibilité morale de beaucoup d'intellectuels progressistes exige d'être examinée, comme on le ferait d'une personne malade. Alors, vous savez quelle est la réponse officielle qui est donnée à vos questions. On va l'écouter dans la bouche de Michel Sibony de l'Union juive pour la paix, qui explique pourquoi, bien qu'il soit pour la paix, dans certains cas, des massacres, après tout, il faut quand même peut-être les accepter. En réalité, si on acceptait de considérer que les Juifs qui ont été tués le 7 octobre ont été tués parce qu'ils sont pris dans le système colonial qui fait d'eux des privilégiés, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils soient des gens bien ou pas, c'est pas la question. Structurellement, ils sont pris dans un système qui les désigne comme cible. D'où la peur des Israéliens, et une peur justifiée, sauf qu'on lui donne de faux motifs à cette peur. On lui dit c'est le terrorisme. Non, c'est pas le terrorisme. Il y a une guerre de libération. Voilà, c'est la réponse officielle donnée à vos questions. Alors c'est intéressant parce que on a l'habitude de penser à ceux qui votent pour Trump ou pour Zemmour comme des objets d'idéologie et de propagande. Mais quand j'écoute ça, je dois vous dire que là, j'ai été confrontée à la possibilité que ce sont précisément des gens qui sont exposés aux idées, qui sont, à leur insu, l'objet de propagande qui vient de loin. C'est ce que j'ai essayé de documenter dans ce petit livre. D'ailleurs, je voudrais citer à ce propos une petite étude qui a été faite par un économiste, Ram Fishman, quelques jours après le 7 octobre. Il y avait eu 2 pétitions qui ont circulé à l'Université de Columbia. Une qui était pour le Hamas et une qui était contre le Hamas. Et il a analysé l'appartenance, l'affiliation disciplinaire des signataires. Et la grande majorité de ceux qui étaient pour le Hamas venaient des sciences sociales et surtout des sciences humaines, alors que ceux qui étaient contre le Hamas venaient des sciences dures. Donc, c'est intéressant. Ça voudrait dire que les intellectuels, et ça, c'est une intuition que Raymond Aron avait déjà eue il y a quelque temps. Les intellectuels qui aiment les grandes théories de tout, il est possible qu'ils soient en fait exposés à des idéologies et qu'ils les véhiculent sans le savoir. C'est ce que disait déjà Orwell. Voilà, c'est déjà. Alors, votre livre prend le corpus idéologique à bras-le-corps, si je puis dire, et vous examinez, c'est le centre du livre, vous examinez la French Theory, ce que les Américains appellent la French Theory, qui est en vogue dans les sciences humaines depuis une trentaine d'années, comme style de pensée, vous écrivez. Et c'est en examinant ce style de pensée que vous, je vais pas dire que vous déconstruisez, mais que vous essayez de mettre à jour les éléments, quels sont les éléments qui permettent à certains sentiments d'émerger sous un couvert rationnel. En fait, c'est ça. Exactement. Donc parmi les éléments que vous mettez à jour, il y a ce que vous appelez le pantextualisme et ce que vous appelez le pouvoirisme. Alors, on va commencer par des définitions. Qu'est-ce que c'est le pantextualisme dans la French Theory? Alors, avant de répondre, je voudrais simplement dire que je travaille à la confluence entre la sociologie des émotions et la sociologie de la culture ou des idées, et dans mon travail précédent, j'ai toujours essayé de comprendre comment la vie émotionnelle était en fait formée par des structures économiques et intellectuelles. Et je continue un petit peu cette trajectoire en me posant cette fois-ci la question en creux, c'est-à-dire comment expliquer le manque de compassion qui est devenu quasiment l'émotion par défaut qu'on attend, comment expliquer l'absence de cette émotion. C'est une des choses vraiment neuves dans votre texte, qu'on soit d'accord ou pas, c'est que vous êtes une des premières à prendre comme objet d'étude
une armature du savoir qui est généralement considérée comme l'armature qui aide à penser les objets d'étude. Vous essayez de penser un milieu qui est censé être dans la vérité, dans la connaissance. C'est ça. Alors, j'essaye de faire, de retracer en fait une filiation assez complexe. Elle commence avec la French Theory. J'ai pas été la première à penser que la French Theory avait une sorte d'affinité avec l'antisémitisme. Bruno Chaouat a écrit un excellent livre sur la question, même si je ne suis pas entièrement d'accord. Je ne crois pas qu'il y ait de lien direct. Je pense plutôt que la French Theory crée des formes de pensée, des catégories cognitives qui servent de terreau fertile pour d'autres théories qui vont venir alimenter cette façon de penser. Donc, qu'est-ce que c'est le pantextualisme? Juste une précision, la French Theory, c'est ce que les Américains appellent la French Theory, c'est le corpus de textes popularisés sur les campus de Michel Foucault, Jacques Derrida, essentiellement, un peu Lacan, et selon lesquels le texte prime sur tout le reste, pour le dire très très vite. Alors exactement, mais en s'appropriant, si vous voulez, la French Theory, les Américains l'ont aussi transformé considérablement et l'ont adapté en fait à la société américaine. Alors, qu'est-ce que c'est le pantextualisme? Encore une fois, je ne parle pas des théories elles-mêmes, mais je parle d'une sorte de simplification qui est devenue un style de pensée. C'est l'idée d'abord que la société, c'est un ensemble de textes à déchiffrer, que ces textes ont des significations instables, et surtout, c'est l'idée que dans les textes, il y a des voies marginales à restituer. Par exemple, je vais donner un exemple. Vous prenez le grand roman de Jane Eyre par Charlotte Brontë. Il y a un livre qui a été écrit en 1979 qui s'appelle The Mad Woman in the Attic, la femme folle dans le grenier. Et le but du livre, en fait, c'est de restituer l'image de la femme de Rochester, donc l'homme dont Jane Eyre est amoureuse, qui est une folle et qui est enfermée dans le grenier. Et l'idée, c'est de restituer, lui donner toute sa voix et toute sa présence. Et le pantextualisme, ça va consister d'abord à se faire soi l'interprète finalement de la société, pas seulement des textes, mais de la société. Si toute la société, ce sont des textes, et si moi, en tant que spécialiste de la littérature, j'ai un accès à la société, donc je deviens un expert de la société elle-même, et non plus des textes seulement. Et ensuite, il va s'agir de représenter, de devenir en quelque sorte le représentant d'une voix minoritaire cachée, marginalisée dans le texte. Donc, ce travail d'herméneutique devient quasiment un travail de représentation politique. Et il s'agit là de prendre un nouveau rôle épistémologique, qui est de représenter les voix marginales et exclues. Vous dites le pouvoir est le signifié ultime de tout texte, tout en devient l'expression, tout y ramène. Là où Marx voyait le pouvoir dans la propriété des moyens de production, Max Weber dans la capacité de prendre des décisions pour les autres, cette nouvelle herméneutique voit le pouvoir dans tout. Il cesse d'être concret et tangible, et l'herméneutique devient une performance de contestation et de résistance. Alors, oui, c'est ce que j'appelle le pouvoirisme. Le pouvoirisme consiste effectivement à ne comprendre le lien social qu'en termes de relations de pouvoir. Ça veut dire que déjà on ne peut plus distinguer entre le pouvoir légitime et le pouvoir illégitime. Et c'est en quelque sorte toute la théorie politique qui passe par la fenêtre, puisque toute la question de la philosophie politique, c'est de savoir quelle est la nature du pouvoir légitime. Et cette question est évacuée dans le pouvoirisme, puisque tout pouvoir devient illégitime, finalement. C'est la raison pour laquelle le fait même, en quelque sorte, que les Juifs, par exemple, gagnent la guerre en 1948, qui a été déclarée contre eux par 5 puissances arabes, est rendu illégitime, puisqu'on n'arrive plus à véritablement faire la différence, encore une fois,
entre ce qui est une victoire militaire et une situation de pouvoir. C'est aussi la raison pour laquelle la reconnaissance légitime par l'ONU en 1947 de l'État d'Israël n'est jamais pris en considération par ceux qui s'opposent au sionisme, puisque c'est vu encore une fois comme un acte illégitime. Et c'est aussi la raison, je pense, pour laquelle on ne fait pas non plus vraiment de différence entre les Palestiniens et le Hamas. C'est-à-dire entre un mouvement légitime d'autodétermination nationale et un mouvement terroriste qui est celui du Hamas. Alors, le pouvoirisme aussi n'est pas falsifiable. Moi, je suis d'allégeance, disons, sociologique, plus ou moins marxiste ou néo-marxiste, et je tiens beaucoup, j'insiste beaucoup, et chez Marx et chez Weber, sur la possibilité empirique de dire qui a le pouvoir et qui ne l'a pas, et de proposer des critères pour dire à quel moment on est dans une situation de pouvoir. Chez Marx, ceux qui possèdent les moyens de production sont ceux qui ont le pouvoir. Mais là, ce n'est plus le cas. Oui, ce que vous dites, c'est qu'en fait, chez Marx comme chez Weber et chez d'autres, il y a une référence à la réalité pragmatique, concrète et historique. Absolument. Ce qui se passe, d'après vous, dans ce qu'on appelle la French Theory ou le post-structuralisme, ou je ne sais pas comment l'appeler, c'est que la réalité cesse d'être une source de confrontation avec le langage. Le langage existe ce qui existe de par la certitude de celui qui parle, en quelque sorte. Absolument, oui. Alors le pouvoirisme, l'effet du pouvoirisme, si vous voulez, c'est d'oblitérer la question des intentions des acteurs, leurs contraintes, les contraintes qui pèsent sur eux, leurs limites, leurs dilemmes. On traduit des situations en termes dichotomiques. La question devient simplement de savoir de quel côté du pouvoir vous êtes. Est-ce que vous êtes du côté de celui qui a le pouvoir ou de celui qui ne l'a pas, qui est opprimé? Et on pense plus en termes de stratégie, par exemple, des acteurs. On pense plus en termes aussi de tragédie. Parce que parfois, il y a deux intérêts qui sont en conflit. On n'a pas de moyen véritablement de dire qui a le pouvoir. Et donc, on en vient à complètement déformer le réel ou tout simplement l'ignorer. Encore une fois, pour revenir au sionisme, puisqu'ici de ça qu'il s'agit, le sionisme était un combat anticolonialiste. Mais comme il a gagné des guerres, et que d'autres ont déclaré, du coup, il se trouve investi du côté du pouvoir et du pouvoir illégitime. Donc encore une fois, c'est la réalité historique des événements qui ne devient plus lisible. On n'arrive plus à la lire. Donc il y a une évacuation véritablement de l'histoire. Mais je voudrais insister encore une fois qu'il s'agit de catégories de pensée qui ont rendu plus facile l'acceptation de propagandes qui viennent de beaucoup plus loin. C'est-à-dire vous mettez dans votre analyse de ce qui se passe sur les campus et dans le monde intellectuel d'une manière générale en ce moment, vous mettez en exergue 4 points pour résumer. Vous dites que la méthode remplace l'étude de l'histoire concrète. C'est la méthode qui compte, c'est plus l'histoire concrète. On utilise des concepts généraux comme surveillance, performance de genre au détriment de la réalité factuelle. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on transforme la connaissance en forme permanente de critique, produisant à la fois de la certitude et de la moralité. Et c'est un des éléments centraux, c'est-à-dire que le savoir, aujourd'hui, donne naissance à ce que vous appelez un capital moral. Oui. Vous pouvez définir cette idée de capital moral, ce que ça veut dire? Oui, alors si vous voulez, la nouveauté de ce type d'analyse, c'est que cette analyse se place dans une situation de dénonciation d'une situation de pouvoir. En se plaçant en situation de dénonciation et en postulant des concepts qui ne sont pas falsifiables, on s'abrite de la critique. Non seulement on s'abrite de la critique, on ne peut pas finalement proposer les méthodes scientifiques habituelles qui sont celles de proposer des concepts qu'on peut nier après remettre en question avec des données ou avec d'autres définitions. Et surtout, on se pose soi comme arbitre moral d'une réalité historique ou sociologique donnée. Donc, ça veut dire que le savoir, là, est mobilisé pour émettre, si vous voulez, une position morale
qu'on ne peut pas remettre en question précisément parce qu'elle est morale. Et ça, c'est une grande nouveauté qui, à mon avis, se produit après les années 70 dans les sciences humaines. Donc le nom qui vient immédiatement en tête, évidemment, c'est celui de Judith Butler, qui est devenue la grande prêtresse de la nouvelle morale, et qui décide du haut de son autorité qui est fréquentable ou qui ne l'est pas. Le Hamas, par exemple, fait partie de la gauche globale, parce que c'est une décision de Judith Butler. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Mais ce que vous dites aussi, c'est que vous écrivez, le monde universitaire étant structuré comme un marché, la concurrence pousse à accroître sans cesse les enjeux de la dénonciation et de la radicalité. Je pense que c'est surtout vrai sur les campus anglo-saxons, et en particulier aux États-Unis. Mais il y a cet élément qui est généralement évacué dans les discussions, c'est l'aspect économique de cette dénonciation constante. Alors, oui, on est habitué aujourd'hui à penser que l'art est un marché. On a eu du mal à s'habituer à cette idée, mais on s'y est habitué. Et aux USA, on ne dit pas suffisamment que l'université aussi est un marché. C'est un marché puisque les universités sont privées, puisque les étudiants payent très cher pour aller étudier et qu'ils consomment une administration et des professeurs. Mais la production universitaire, qui doit normalement rester en dehors de la loi du marché, est complètement prise aussi dans cette logique. Ça veut dire qu'il faut travailler sur des sujets qui rendent quelqu'un employable. Ces sujets qui rendent quelqu'un employable, ce sont des sujets qui répondent très souvent à la loi du marché, c'est-à-dire ce sont des sujets qui sont séduisants, qui ont la possibilité d'attirer beaucoup d'étudiants, qui ont la possibilité d'intéresser beaucoup de gens. Ça veut dire que les universités sont en intense compétition entre elles, et donc elles vont privilégier ceux qui travaillent sur des sujets effectivement, qui sont les plus attirants. Et les universités étant en compétition avec d'autres, elles veulent aussi que leurs universitaires s'intègrent au circuit commercial des publications qui vont rendre ces universitaires plus connus et donc aussi avoir une valeur économique plus grande. Oui, donc et donc c'est la raison pour laquelle je formule cette notion de ce que j'appelle de supercritique. La supercritique, c'est la critique qui veut toujours dépasser la critique d'avant. Et c'est ce qui fait que, par exemple, on va accuser Israël de faire du pinkwashing. Et en fait, ce mot de washing, c'est très intéressant de voir qu'il est décliné de façon différente. On parle de pinkwashing, on parle de greenwashing, on parle de artwashing. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une cause qui est progressive, ou cette cause, si elle n'est pas suffisamment progressive, elle est elle-même déjà régressive. Et donc, c'est une façon d'élargir, pour moi, le champ de la critique et de se démarquer toujours. L'idée, c'est de se démarquer des autres en devenant plus critique que les autres. Le pinkwashing, le greenwashing, c'est, pour expliquer en une phrase, c'est cette idée que les mesures écologiques ou la reconnaissance des droits des gays sont en fait utilisées par le système comme Exactement. un masque de tolérance, alors qu'en réalité, le système est tout aussi réactionnaire qu'il l'a été auparavant. D'accord. Et c'est ce qui donne, par exemple, lieu à des alliances entre les queers et le Hamas, qui est homophobe, alors qu'une société israélienne qui est notoirement tolérante et relativement progressive sur les droits des homosexuels est considérée comme régressive. Donc ça donne lieu à ces alliances très étranges. Alors un autre élément que vous mettez en exergue, qui est assez fascinant, c'est l'idée d'erreur narrative. Cette idée que, alors qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas le produit d'une idéologie, mais qui est quelque chose qui est apparemment ancré en nous. Cette idée que on recourt à des schémas narratifs familiers pour expliquer des événements nouveaux et déconcertants. Il est plus facile de construire une histoire cohérente quand on sait peu de choses sur une situation compliquée. Alors, je m'appuie là sur une quatrième notion. Après le pantextualisme, le pouvoirisme, la supercritique, la quatrième notion que j'invoque, c'est celle de structure, ce que j'appelle la structure itinérante. La structure itinérante, ça vient d'une grande révolution dans les sciences sociales qu'il ne faut absolument pas
délaissé ou traité légèrement, qui est le structuralisme. Et donc c'est cette idée qu'il y a des choses invisibles qui ont une régularité qu'on ne voit pas et qui quand même déterminent notre action. Mais cette idée de structure a été élargie au point que la structure coloniale, par exemple, une structure colonialiste, a été transportée par exemple, des États-Unis au contexte israélien, qui n'a rien à voir avec l'arrivée des Anglais aux États-Unis ou en Australie, où on a massacré, quasiment anéanti toute la population indigène, qui n'avait aucune filiation historique à cet endroit, qui ont exploité de façon brutale la population. On fait des copier-coller, en fait. On fait des copier-coller, ce qui fait que, par exemple, un intellectuel afro-américain comme Ta-Nehisi Coates, qui va en visite... qui est un des principaux intellectuels américains aujourd'hui, noirs américains aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et qui fait une visite de 2 semaines en Israël et dans les territoires. Quand il voit les territoires occupés, il voit littéralement, c'est pas une métaphore, il voit littéralement Jim Crow, c'est-à-dire il voit le régime ségrégationniste du Sud. Il ne voit pas autre chose. Donc c'est ça la structure itinérante, c'est cette façon de faire passer d'un contexte à l'autre, de complètement décontextualiser finalement l'histoire. Et c'est conscient en plus parce qu'il le dit comme ça. Oui, il le dit absolument comme ça. Oui. Et alors, vous avez raison, oui, de faire référence à ça parce que j'ai aussi dans ce travail, je me suis intéressée aux travaux de Daniel Kahneman sur fast thinking and slow thinking. Et il y a des façons de penser qu'on a qui sont beaucoup plus rapides et qui créent des formes d'intuition. Et l'intuition, ce sont des, si vous voulez, des shortcuts, ce sont des raccourcis pour évaluer le réel. Un de ces raccourcis, qui est très fort, c'est l'erreur narrative. C'est-à-dire, ce que Daniel Kahneman dit, c'est que précisément, quand on a peu d'informations, mais qu'on a une histoire, cette histoire va nous permettre de remplir les trous de notre ignorance. Elle va nous permettre de construire une cohérence thématique à une situation qui est complexe et on va utiliser le connu pour faire sens de l'inconnu. Donc en quelque sorte, moins on connaît et plus on a besoin de remplir l'inconnu et plus, et là c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que Kahneman prouve que moins on connaît et plus on va utiliser ces schémas narratifs et plus on va parler avec beaucoup de certitude. On peut revenir à Michel Sibony que vous nous avez fait entendre au départ. Michel Sibony utilise une structure narrative extrêmement simple, extrêmement simpliste pour faire sens d'une situation très complexe et elle le fait avec d'autant plus de certitude qu'elle sait encore moins de choses. Daniel Kahneman, il faut préciser que c'est un psychologue cognitif. Il faut préciser que oui. Oui, il y a cette idée comme ça que et c'est ce mélange de ces quatre facteurs qui aide à comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur les campus et dans le monde intellectuel, et plus le fait que si on en croit un récent article dans The Atlantic, on lit de moins en moins dans les grandes écoles américaines. C'est-à-dire qu'il y a une enquête récente qui est parue dans The Atlantic qui montre que les étudiants, y compris de Columbia, des Ivy League et des grandes écoles américaines, sont aujourd'hui pratiquement incapables de lire un livre en entier. Alors, ce qui est intéressant de ce que vous dites, pour moi, ce qui me semble en jeu, c'est une sorte d'évacuation de l'histoire. Oui. Et on privilégie la mémoire aux dépens de l'histoire. L'histoire, ça veut dire qu'on fait attention à la particularité des événements. Ça veut dire qu'on ne sait pas d'avance quelle est la cohérence des événements, quels sont les liens qui lient les événements entre eux. Ça veut dire qu'on s'intéresse à l'intentionnalité de tous les acteurs d'un événement. Ça veut dire qu'on prend tous les acteurs comme des acteurs politiques. Par exemple, une chose qui est étonnante chez Judith Butler, que vous avez évoquée tout à l'heure, mais elle n'est pas la seule, c'est vrai aussi de Ta-Nehisi Coates, c'est que les Palestiniens ne sont pas des acteurs politiques. Ils ne sont pas des acteurs stratégiques. Ils n'ont pas d'intérêt. Ils sont vidés exactement. Ils sont vidés en quelque sorte de leur historicité. Pourquoi ?
parce que je pense que on sommes passés d'une culture de l'histoire à une culture de la mémoire, où la mémoire, par exemple, de l'esclavage ou de l'apartheid ou des discriminations est transposée finalement dans des contextes différents, et c'est ça qu'on essaye de réarticuler en évacuant l'histoire. On essaye de remplacer l'histoire avec la mémoire. Donc moi, si je devais appeler à quelque chose à la fin de ce tract, c'est pour remettre l'histoire, pour refaire de l'histoire la discipline centrale des sciences sociales et des sciences humaines. Alors le problème, c'est que certains, ils expliquent qu'ils font de l'histoire. C'est-à-dire que par exemple Andreas Malm, qui est cité par Naomi Klein comme un des penseurs les plus originaux de son temps, qui est un des penseurs du changement climatique, qui a commencé sa carrière de militant comme militant pro-palestinien, prétend faire de l'histoire quand il explique par exemple que l'année 1840 est à la fois le début de la catastrophe parce que c'est l'invention de la machine à vapeur et que donc l'utilisation du charbon crée l'enjeu des énergies fossiles, et aussi l'année selon lui qui a conçu le projet sioniste, ce qui est totalement ahistorique, mais il y a une sorte de réécriture de l'histoire. Alors, c'est non seulement une réécriture de l'histoire, mais c'est une invention de l'histoire. Par exemple, Ta-Nehisi Coates ou Andreas Malm sont incapables de comprendre l'occupation qu'ils critiquent, et à juste titre, comme le résultat de guerres multiples, comme le résultat de négociations qui ont échoué, comme le résultat d'une logique de guerre qui s'est enclenchée depuis un siècle dans cette région et qui ont fait que chacun a répondu à la cruauté de l'autre. Et donc, je ne dis pas tout ça pour justifier Israël, pas du tout. Je dis simplement que si on ne fait pas très attention à bien nommer, à bien analyser les choses, on crée plus de chaos que d'ordre. Et c'est ce qui se passe en ce moment, quand avec tous ces brouillages sémantiques et tous ces enfumages sémantiques, c'est qu'on a créé une sphère publique finalement qui est devenue complètement chaotique et où les gens ont le sentiment de vivre dans des réalités parallèles. C'est ce que vous disiez en commençant que le 8 octobre était un événement en soi, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est ça qui est flagrant, c'est qu'il y a une sorte d'explosion de toute cohérence intellectuelle dans le monde intellectuel. Les intellectuels semblent devenus incapables de penser en quelque sorte. Absolument, mais en fait, vous savez, Hannah Arendt disait que pour avoir un monde commun, il fallait avoir un socle de réalité en quelque sorte. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment un socle de réalité. C'est pour ça que je crois que l'histoire doit ici jouer un rôle absolument essentiel. Pas pour se mettre d'accord, pas du tout. Mais c'est que pour ne pas se mettre d'accord, on a besoin d'un certain nombre de faits. Et c'est à partir de ces faits, de cette base factuelle, qu'on peut réenclencher en fait un désaccord et non pas le sentiment qu'on a de vivre dans des réalités parallèles qui ne peuvent même plus se parler. Et donc, ce que je voudrais, moi, c'est effectivement restituer cette base factuelle. Alors, je crois que vous voulez lire pour finir un texte. Oui. Je vais vous le laisser lire. Alors, c'est un texte de... Alors, c'est un texte de Roula Daoud, qui est une Palestinienne. Elle est la directrice du groupe israélo-palestinien qui s'appelle Standing Together. C'est un groupe qui essaye de créer la paix, mais qui fait du travail du grassroots, qui fait du travail d'en bas. C'est un mouvement qui n'appartient pas à un parti politique. Et c'est un travail de terrain. C'est un travail, exactement, c'est un travail de terrain. Et elle raconte une visite qu'elle a eue aux États-Unis. Alors elle dit: en décembre 2023, je suis allée aux États-Unis avec un militant de notre mouvement. Nous étions donc deux, moi, une arabe palestinienne, et lui, un juif israélien, comme nous le faisons toujours lorsque nous présentons notre mouvement et son travail. L'Israélien qui m'accompagnait est d'origine libyenne. La couleur de sa peau est plus foncée que la mienne. Lorsque j'ai commencé à parler, quelqu'un dans le public s'est levé et a crié « Retourne en Europe !» J'ai répondu « C'est moi la Palestinienne,
c'est lui le juif. Cette personne était très gênée, et je pense qu'elle a retenu la leçon. J'espère que ça en incitera d'autres à réfléchir avant de tenir ce type de remarques racistes. Elle continue un tout petit peu. Lorsque nous avons discuté avec les étudiants, donc les étudiants américains, ils parlaient de libérer la Palestine de colonisation et de décolonisation et d'autres choses du même ordre. J'ai constaté à ma grande stupéfaction à quel point leur discussion était abstraite et dénuée de nuances. Je me suis rendu compte qu'ils plaquent sur nos luttes d'autres enjeux et qu'ils défendent en réalité d'autres causes liées non pas à Israël et la Palestine, mais à des problèmes sociaux internes à leur propre société. Ils pensent se libérer de leur propre oppression en s'identifiant à la nôtre. Alors je trouve que c'est une façon... Oui, on doit s'arrêter là. Oui, on s'arrête sur cette phrase. On va s'arrêter sur cette phrase. Merci d'être venu. Je rappelle le titre du livre, le 8 octobre, Généalogie d'une haine vertueuse. Merci Eva Illouz. Merci Marc Weitzman. Shoulders wide enough to hold the sky. It's coming down, it's coming down. Oh, this is a wonderful fight. Oh, this is a getting war. A battle we all must fight. Oh, this is a wonderful war. Voilà, c'était Signe des temps, une émission de Marc Weitzman, assistée de Aurélie Marseille, avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Je rappelle le titre du tract, 8 octobre, par Eva Illouz, aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que le sommeil ? À quoi sert-il de dormir ? Dans cette 7e saison de la collection Votre cerveau, Delphine Oudiette, chercheuse en neurosciences, vous permet d'explorer ce qui se passe dans votre cerveau quand vous dormez. Quand on dort, donc, on est largement désengagé du monde extérieur, on réagit plus ou peu. Cette déconnexion va nous permettre de travailler pour notre bien, sans interférence du monde extérieur. Collection Votre cerveau, les bienfaits du sommeil, réalisé par Charles Trousse sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Les éditions Radio France présentent Quand les dieux rôdaient sur la terre. Un livre de Pierre Judet de Lacombe. Qui sont Zeus, Athéna, Aphrodite, ces êtres extraordinaires qui peuplent les océans, la terre et ses abîmes? Comment ces puissances invisibles descendent-elles de l'Olympe pour surgir dans la vie de nous, les humains? Plongez dans un imaginaire merveilleux pour découvrir l'origine divine de notre monde. Quand les dieux rôdaient sur la terre. De Pierre Judet de Lacombe, un livre France Inter. Et tout de suite, une histoire particulière. Moi, ce que je sais de la Chouette d'Or, c'est que je l'ai vu. Je l'ai vu à la télé. Il y a des membres participants, des fois, à Chouette Fête, qui l'ont même touché, qui sont passés à la télé aussi. Donc la Chouette d'Or, elle existe. Bon voilà, celle que tout le monde convoite, celle que vous vouliez voir, elle est là. Je l'ai fait venir pour vous. Alors, vous pouvez voir tout ce que je vous ai expliqué, à savoir les ailes en or sur le dessus, et puis toute la partie en argent qui correspond donc au moule principal. Cet argent ayant été largement meulé et enlevé sur le dessus des ailes pour y mettre ces pièces en or. Et voilà le masque en or de la Chouette d'Or, avec ses yeux en citrine, son bec en onyx et les 500 petits diamants qui parsèment donc sa face. Voilà, la bête. La Chouette d'Or, ou le trésor volatile. Assia Khalid, Romain Weber. Deuxième partie, un trésor pour l'éternité.
Michel Becker, où est-ce qu'elle est la chouette d'or, la vraie? Bon, ça dépend des moments. Elle bouge un peu, elle apparaît parfois, elle disparaît à d'autres. L'objectif étant que personne, ni même vous, ne sache jamais vraiment où elle se trouve, on est bien d'accord. C'est une question de sécurité. Il ne nous aura pas échappé qu'elle attire quelques convoitises. Donc on ne sait jamais. On ne sait jamais, quelqu'un pourrait vouloir s'en emparer. Et puis au final, je pense que le meilleur gardien de la chouette, c'est moi. Donc la chouette est en sécurité. En 2008, l'Out, la communauté des chouetteurs, apprend